Bonjour Anne Liva. Bonjour. Et merci d'avoir fait le voyage. Vous publiez un document exceptionnel et je pèse mes mots. Dans quelle France on vit? C'est un reportage en long cours dans notre pays et c'est étonnant comme vos deux livres se font écho, comme ils résonnent l'un avec l'autre. On a le sentiment que les Français ne se connaissent plus. Pour que l'un et l'autre, vous ayez besoin de raconter la France, d'expliquer la France. C'est comme si, oui, on ne sait plus qui on est finalement quand on est français. C'est-à-dire que c'est plutôt que nous, journalistes, allons assez peu hors de notre bulle. Tout le monde a sa bulle. Et je crois que pourtant, c'est l'essence même du journalisme. Je me suis dit, est-ce que j'ose écrire sur la France? C'est pas évident d'écrire sur la France. Oser écrire sur la France. Je pense que depuis des années, il y a une espèce d'interdit sur la France. Et parler de la France, c'est... D'interdit? Oui. Le tabou. Oui, le tabou. Ça veut dire être franchouillard, ça veut dire être nationaliste. Et puis très vite, on a les épithètes qui vont avec. On fait le jeu du Front National. Et puis voilà, juste dire on aime la France, on aime les territoires, on aime la province, on aime les villages, on aime les campagnes, on aime les gens qui les habitent. Donc je dis, mais est-ce qu'on a le droit d'aimer la province, les provinciaux, sans être tout de suite considérés comme des vichistes? Et à tel point, Michel Onfray, qu'effectivement, que dans ce long livre enquête-reportage, dans chaque ville où je me rendais, les gens que je rencontrais étaient extrêmement étonnés que je vienne m'intéresser à eux. Oui. Et leur perplexité me rendait moi-même perplexe. C'est-à-dire cette image, ce stéréotype du journaliste parisien qui ne s'intéresse qu'au scoop. Évidemment, la décrédibilisation du journaliste, elle est forte. Je ne l'ai pas rencontrée que On va y en venir France. tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est très frappant qu'un journaliste aille s'intéresser au quotidien. Mais Là c'est où il n'y a pas pourtant normal. d'événement particulier, mais montrer la vie, Mais oui, tout simplement la vie. Mais parce que je ne vais pas démontrer quelque chose, je vais simplement montrer quelque chose. J'ai une phrase de Flaubert en exergue de ce livre. Un autre Normand. Absolument. Il suffit de regarder une chose longtemps pour qu'elle devienne intéressante. Ça, je trouve ça formidable. C'est justement l'anti-scoop. C'est pour montrer que le journalisme, même le journalisme d'aujourd'hui, la télévision, les médias sociaux, etc., ça n'est pas que le scoop. Moi, c'est l'humain qui m'intéresse, dans toute sa complexité, dans tous ses paradoxes. Et finalement, je fais la même chose au fin fond de l'Irak et de l'Afghanistan qu'en France. Donc, j'ai rencontré des gens qui me parlaient du FN, comme j'ai rencontré des gens qui me parlaient de Macron, comme j'ai rencontré des gens J'ai fait une tournée avec un facteur de l'an qui m'expliquait en quoi il se sentait déclassé. Pourquoi ça ne lui plaît pas qu'on ne l'appelle plus facteur et que la Poste dise de lui qu'il est un distributeur tous objets? Je comprends que ça ne lui plaise pas. Oui, mais je me suis souvent rendu compte à quel point les Français ne prenaient pas soin d'eux ou si mal. Ça, c'est vous qui l'écrivez, Anne Liva. Mais cette idée très forte que les Français ne prennent pas soin d'eux, vous seriez d'accord avec ça ou est-ce qu'ils sont victimes d'un ordre qu'on leur a imposé? Moi, je dirais qu'on ne prend pas soin d'eux. Donc, on a pris soin d'un certain type de Français, la paupérisation, quoi, c'est-à-dire les riches qui se sont enrichis, sont devenus de plus en plus riches et de moins en moins nombreux, et les pauvres, de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux. Donc, je crois qu'on n'a pas eu le souci du peuple et que si on veut expliquer les 25% de Marine Le Pen, ça s'explique comme ça. Voilà, juste quelqu'un qui récupère 25, 30 et peut-être plus. Et là, cette dignité perdue, oui, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Mais j'ai rencontré des gens très pauvres et des gens très aisés. Il y a des malaises chez tout le monde. Hein. Mais il y a aussi une force, une envie de s'en sortir. Et surtout, j'ai trouvé de l'humour. J'ai trouvé de l'humour et de l'autocritique chez beaucoup de mes concitoyens. Oui. Et une capacité à analyser la situation de son propre pays, une absence d'aveuglement qui, moi, me manquait. C'est un peu pour ça que j'ai eu envie de faire ce livre. C'est pour montrer que je crois que les Français, le peuple français n'est dupe de rien, n'est pas aveugle, et qu'il a son mot à dire, justement. Je suis d'accord, il y a un génie français, je suis d'accord. C'est-à-dire que si vous allez dans le bistrot de mon village, là j'ai toujours une maison dans ce village, quand on va au bistrot, ce sont des gens qui parlent comme Céline. Il y a des inventions linguistiques, des inventions de langage, absolument. Et une vision des choses. Et d'ailleurs, il y a un vrai travail littéraire dans votre reportage parce que vous restituez le langage de chacune des personnes que vous rencontrez, qu'elles soient très cultivées ou pas du tout, qu'elles soient, comment dire, en pleine maîtrise de la grammaire et de la syntaxe ou pas du tout. Ça fait aussi partie du travail pour raconter, parce que mon obsession, restituer le phrasé, c'est celle du paroles. réel. Mais ce réel, je dois aller le chercher. Je ne peux pas l'inventer. Jean-Pierre Mougeot, ancien militant FN, avec ancien ses 8 chiens, représentant dont du 7 chiens de FN combat. dans le Jura,
Qui ne votera pas Marine Le Pen. Non, parce qu'il déteste Marine Le Pen, parce que lui, il est Fidèle au FN père. Voilà, exactement. Ancien légionnaire, oui. J'ai Sidonie, qui est psychologue à Pôle emploi, et qui me dit, nous, à Pôle emploi, nous sommes le dernier rempart contre la révolte, qui aime son métier passionnément, mais qui, en même temps, a l'impression, a la quasi-certitude qu'il y a des tas de gens pour lesquels elle n'arrivera pas à trouver un emploi. De la même façon que des policiers à Lons-le-Saunier m'ont dit quelque chose de très fort aussi. Une femme policière avec qui je patrouillais la nuit à la BAC, la brigade anticriminalité, a dit « Nous sommes les éboueurs de la société, nous, les policiers. On aime son médecin, mais on n'aime pas son flic. » C'est ça qui est essentiel. Michel Onfray, la question de l'identité pour vous, elle est centrale, elle est radicale. Moi, je crois que c'est plutôt la question de la dignité qui importe aux gens. Les gens veulent de la dignité. Ils veulent du travail, ils veulent de la décence, ils veulent que les gens qui les représentent, ne les humilient pas, oui. Ne leur mentent pas, ils ne veulent les trahissent pas, de la ne les trompent pas. Voilà. C'est pas l'identité. Les Français ne sont pas franchouillards, les Français ne sont pas dans la haine d'autrui, dans le refus des autres. Et je pense que quand on nourrit le ressentiment, on rend possible des Marine Le Pen, des extrémismes divers et multiples, des gens qui ne vont plus voter. Les guerres, bien sûr. Absolument. Et ça n'est que ça. Le moteur de la guerre, c'est le ressentiment. Et si on prive de dignité les gens, le ressentiment arrive. Et le ressentiment, c'est une espèce de poudre qu'on répand partout. Il suffit un jour d'une étincelle pour que tout ça explose. La France est une poudrière, vous diriez ça? Non, pas à ce point-là, pas une poudrière dans le sens où j'ai vu et j'ai été dans ces vraies poudrières où il y a des vraies guerres aujourd'hui. Mais les gens ont peur les uns des autres, quoi qu'il arrive. Ce que j'ai traité, le thème que j'ai traité à Lons-le-Saunier, c'est le sentiment d'insécurité. Donc c'est pas l'insécurité elle-même, c'est pas les statistiques d'insécurité qui m'intéressent. C'est le fait que malgré ces statistiques qui sont faibles à Lons-le-Saunier, le sentiment d'insécurité existe quand même. Mais à Lons-le-Saunier comme ailleurs, comme à Caen, comme à Évreux, comme à Ajaccio, comme partout. C'est très diffus. Alors, certains politiques, évidemment, jouent sur ces peurs. Et il faudrait essayer de contrer cela. Comment? Parce que ça, c'est trop facile. En faisant chacun son métier du mieux qu'on peut. Et nous, les journalistes, nous avons un rôle à jouer. Vous avez souvent des mots extrêmement durs sur les médias, sur le travail des journalistes. Pourquoi? Pourquoi quand vous regardez le travail d'Anne Niva, par exemple... c'est pas un travail de journaliste pour moi. Ou alors, enfin, c'est le meilleur et le pire des métiers. Mais vous lisez les journaux quand même? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Mais pourtant, vous écrivez dans la presse. Ah, mais on peut. Et puis vous-même, vous prenez position, vous écrivez des tribunes. Mais oui, parce qu'effectivement, de temps en temps, c'est la tradition du philosophe engagé, du philosophe dans la cité. On ne peut pas ne pas intervenir dans la cité. Donc, de temps en temps, dans les journaux, dans la mesure où ils me sollicitent, Libération ne me sollicite pas, c'est drôle, Le Monde non plus, mais ceux qui me sollicitent, j'y vais sans difficulté. Pour vous, Michel Onfray, la vraie politique, la politique authentique, la bonne échelle pour faire de la politique, c'est la commune, c'est la ville, justement. Le maire, aujourd'hui, c'est souvent une espèce de descente du monarque. C'est-à-dire qu'on a le principe jacobin et on a un monarque à la tête de l'État. Donc on a aussi des monarques à la tête des régions, des monarques à la tête des départements et parfois des monarques à la tête des on reproduit le même modèle? Absolument. Et moi, ce que je propose, c'est l'inverse. C'est de dire, fini la transcendance, là, le modèle de la cité céleste, mais on a la possibilité, avec les gens, cité terrestre pour le coup, et l'immanence. C'est-à-dire, je vous donne un pouvoir, si vous ne faites rien de ce pouvoir, voire si vous faites le contraire de ce pourquoi je vous ai mandaté, je vous reprends ce pouvoir. Ça s'appelle le mandat impératif. Pour l'instant, Mélenchon défend cette idée-là. Oui, j'allais dire, c'est très mélenchoniste. Ouais. Non, c'est la Révolution française. Hein, c'est la Révolution française. C'est C'est récupéré dans la Révolution française et chez les Girondins que Mélenchon n'aime pas, puisque lui, c'est un jacobin. Ouais. Et je pense qu'effectivement, on peut faire une proposition franchement girondine. Et bien, je me dis, les gens n'attendent que ça, qu'il y ait une espèce de synergie, d'énergie, qu'à Évreux, on défende les gens d'Évreux, qu'on ne soit pas pour autant nationaliste, étroit et qu'on ait l'esprit de clocher, mais juste qu'on crée des dynamiques qui sont susceptibles après de générer des dynamiques départementales, régionales et puis nationales. Et puis après, on refait une espèce de contrat social qu'on a perdu sinon. Quelque chose d'assez fort, Anne Niva, dans votre livre, vous demandez à un moment, est-ce que finalement on n'est pas trop gâté en France? Bien sûr que si, quand on peut comparer comme moi avec ce qu'est le quotidien de la vie dans un pays en guerre, on ne peut pas dire qu'on n'est pas gâté en France. Donc c'est vrai que comme cela a été mon quotidien pendant les 15 dernières années, revenir en France et entendre beaucoup de gens se plaindre m'a parfois agacé, bien sûr. Alors je sais que ça ne plaira pas à beaucoup de gens d'entendre ça, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire parce que je suis dans la comparaison. C'est-à-dire parce que se forcer à la survie, avoir un objectif quand on est en guerre, c'est évidemment la paix, c'est que la guerre cesse. Et quelque chose qui vous porte.
Mais nous, qu'est-ce qui nous porte ici quand on est en paix? Mais c'est une vraie question, c'est une question extrêmement puissante. Qu'est-ce qui nous porte? Pour certains, c'est la religion. Voilà, alors j'ai constaté en me promenant en France, sans aller chercher du côté religieux, le religieux est venu à moi. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas, alors qu'on est en train d'hystériser ces questions, des débats que nous devrions avoir plus basiques sur assumer le fait qu'effectivement, en cette période troublée, le religieux puisse satisfaire beaucoup de personnes. Oui, mais vous parlez à un athée. Oui, moi je comprends, ça s'appelle la spiritualité. Alors parfois la spiritualité prend des formes religieuses, mais elle peut aussi prendre des formes laïques, voire des formes philosophiques. Oui. Moi c'est tout mon travail. Oui, c'est de vrai. dire, il y a des spiritualités religieuses très bien, on peut vous expliquer que la raison de ce monde est en dehors du monde et qu'il y a un arrière-monde, qu'il y a un au-delà, qu'il y a un Dieu, etc., etc. Mais on peut aussi dire, il y a une autre possibilité, qui est la possibilité philosophique. Mais juste de dire à des gens, vous ne savez pas comment vivre, vieillir, souffrir, mourir, aimer, vous ne savez pas comment faire face au deuil, au fait de vous faire plaquer, au fait que vous ayez trop d'argent, pas assez d'argent, ou je ne sais pas quoi. Ouais. Toutes ces questions-là sont des questions éminemment philosophiques. Et si vous lisez la philosophie antique, vous y trouverez des réponses à vos questionnements. Si vous lisez Sénèque, Marc Aurèle, Épicure, Épictète, etc., eh bien vous verrez, il y a de quoi trouver un sens à votre existence. Et quand effectivement on ne dit pas aller à la mosquée, aller à l'église ou aller dans des endroits comme cela, mais chercher les grands textes de l'Antiquité, on redonne du sens à des gens qui n'ont pas besoin de se mettre à genoux. Il y a un fond d'optimisme, oui, malgré le tragique chez vous. Moi, je récuse optimiste et pessimiste. Je suis tragique. L'optimiste dit c'est pour le mieux, le pessimiste dit c'est pour le pire, mais je dis juste c'est pour le réel. Bon, on va rester sur cette très belle question. Philosophe. Très philosophe finalement, Anne Niva. Merci infiniment à tous les deux d'être venus dans Drôle d'endroit pour une rencontre. C'est fini. Je rappelle, Anne Niva, Dans quelle France on vit? C'est passionnant, c'est chez Fayard. Et quant à vous, Michel Onfray, Décoloniser les provinces, c'est votre contribution au présidentiel. En attendant, La parole au peuple qui sera publié le 6 avril prochain. Merci à tous les deux. Drôle d'endroit pour une rencontre, c'est terminé. Je vous retrouve